Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, très nombreux ce soir pour accueillir avec nous Andrei Kourkov. Andrei Kourkov qu'on connaît bien sûr depuis de nombreuses années, depuis Le Pingouin, qui a eu un succès extraordinaire et qui a été traduit dans 35 langues. Voilà, inutile de présenter ce roman très drôle. Si vous n'avez pas lu, allez-y, c'est toujours très drôle, ça marche toujours. Et puis ceux qui ont suivi, qui sont toujours avec une petite pointe d'ironie et qui traitent de la société soviétique, post-soviétique, de l'Ukraine aujourd'hui et du paradoxe d'être de ce pays où on n'est pas forcément du même pays quand on est né avant 1991 ou après 1991. Voilà. Une littérature donc, qui a toujours cette petite pointe d'ironie, mais qui décrit vraiment bel et bien les choses, et toujours à travers des personnages qui sont très attachants, qu'on regrette toujours un peu de quitter quand on a fini un livre. C'était le cas avec Le laitier de nuit, c'était le cas avec Le caméléon, avec L'ami du défunt, et c'est le cas aussi avec ce roman-là, Le jardinier de Tchekhov. Un roman en 2 mots qui est l'histoire d'un jeune homme, Igor, qui va avec un jardinier que vient d'embaucher sa mère faire une trouvaille qui va changer le cours de sa vie. Les choses ne seront plus jamais pareilles. Alors, il y a des choses à pas dire, c'est un roman un peu particulier pour ça, parce qu'il faut laisser aussi les choses se dévoiler d'elles-mêmes, d'autant que les personnages se dévoilent aussi tardivement. Mais en tout cas, un roman qu'on lit avec énormément de plaisir et qui nous emmène de surprise en surprise dans l'Ukraine d'aujourd'hui et dans l'Ukraine des années 50, en 1957 précisément. Voilà. Andrei Kourkov, merci beaucoup d'être là. Merci. Pour revenir peut-être tout de suite sur ce roman qui est très étonnant, avec voilà, des incursions, mais qui passent très bien. Il y a un uniforme dans le trésor de guerre qu'a trouvé le jeune Igor. Il y a un uniforme et il suffit d'enfiler cet uniforme, de boire quelques verres de cognac et on se retrouve dans l'Ukraine des années 50. Et Igor va profiter de ça pour dévoiler quelques mystères autour du jardinier de Tchekhov, et puis peut-être aussi chercher quelque chose lui-même, parce qu'il est entre 2 mondes et il va essayer de trouver peut-être quelque chose dans l'un de ces 2 mondes. Comment est né ce roman, Le jardinier de Tchekhov? Comment c'est parti? Quelle était la base de ce livre? Oui, en fait, il y a 10 ans, 20 ans, j'écrivais des scénarios pour le cinéma. Et une fois, je pensais d'écrire un scénario avec le sujet comme ça, avec un homme qui a sur l'épaule un tatouage déformé, lisible, et il ne sait pas lui-même qu'est-ce qu'il y a, parce qu'il était petit quand son père a fait ce tatouage. Mais enfin, il y a 3 ans, j'écrivais le roman avec ce sujet. Et c'est une histoire d'un homme de 31 ans qui ne travaille pas et ne cherche pas le travail parce qu'il habite avec sa mère et ils ont suffi d'argent pour survivre. Et à cause d'un accident d'enfance, parce qu'il avait un trauma. Oui. Traumatisme, oui. Et la mère toujours pensait que c'est mieux qu'il reste chez elle dans la maison. Et c'est celui que quand la mère accepte ce jardinier qui n'a pas besoin de beaucoup d'argent, qui est prêt de réparer toutes les choses dans la maison, il observe ce tatouage le prochain matin quand l'homme de 65 ans, Stepan, se lave près de je ne sais pas en français le mot well. La pantille, la cabane. Un puits. Oui. Oui.
Et il demande qu'est-ce que c'est, et Stepan, c'est le nom du jardinier, il répond que je ne sais pas, parce que je voudrais savoir, mais c'est pas possible. Et Igor prend en photo digitale numérique, avec la caméra numérique simple, des tatouages illisibles, et ramène cette fil, cette USB clé à son ami qui est un programmeur, un informaticien dans son banque de Kiev, et son ami déchiffre, restaure le tatouage, et là on trouve l'inscription 1957, la maison de Fima Tchagin, Ochakov. Et tout de suite, bien sûr, le vieux Stepan veut partir pour chercher les traces de son père, parce qu'il sait seulement que son père, avant de disparaître, passait deux fois dans la prison en Sibérie, et il était un peu lié au monde criminel, mais ce n'était pas clair s'il était criminel ou non. Et ils partent ensemble et trouvent la maison de Fima Tchagin, qui était vraiment un criminel des années 50, qui était tué. Après, maintenant, dans cette maison-là, il y a le bureau des retraites, quelque chose comme ça, une partie de mairie. Et Stepan pousse Igor de faire un bricolage. Donc, il entre la maison pendant la nuit illégalement pour chercher tous les coins, et il trouve entre deux murs deux valises avec des choses de valeur, certainement volées par quelqu'un, et une valise avec un uniforme d'un policier des années 50 avec une pistolet, avec beaucoup de roubles soviétiques, des documents d'un sous-officier de police. Et Stepan donne ça comme le cadeau, comme merci à Igor, la valise avec l'uniforme, et garde toutes les choses plus précieuses. Les pierres précieuses. Oui. Et il rentre chez Igor, qui habite dans le banlieue de Kiev avec sa mère. Et une fois, son ami informaticien l'invite pour son anniversaire à Kiev dans un club rétro, et il faut venir aussi pour rétro party, et Igor décide de mettre cet uniforme, et le soir il met l'uniforme, il boit 2 petits verres de cognac, il sort pour prendre un minibus pour aller à Kiev, et il marche pendant 30 minutes, et c'est un peu... il se trouve dans une atmosphère un peu noire, un peu magique, mais c'est souvent quand l'électricité est coupée. Il pense que c'est seulement parce qu'il y a des problèmes avec l'électricité. Et enfin, il voit un peu de lumière, il marche dans la direction de la lumière, il se trouve en face d'une coopérative vinicole de Ochakov. Et il est un peu surpris, mais un peu plus tard, il comprend qu'il se trouve aussi pas seulement à Ochakov, mais à Ochakov en 1957. Et c'est mon comme le policier. Et là, il comprend qu'il peut voyager dans le passé. Et une chose importante, les gens qui sont moins âgés que 35 ans, ils ne savent rien maintenant de l'histoire soviétique, de la vie soviétique. Ce n'est pas enseigné. La période soviétique d'histoire d'Ukraine ignorée officiellement dans les écoles. Et bien sûr, pour moi et pour Igor, c'était une possibilité de montrer la différence entre la vie soviétique des années 50 et la différence de la vie d'aujourd'hui. Oui. C'est important dans le livre, ça, ce côté description de l'année 50, des années 50 en Ukraine, à Ochakov, et les années 2010, parce que ça se passe en 2010. Il y a une petite nostalgie quand on est en 2010 de ce passé des années 50, et il y a
Par exemple, il y a des évocations de la nourriture qui était bien plus goûteuse. Il y a des petites... Et puis on voit aussi que l'Ukraine des années 50 n'est pas aussi sombre qu'on pourrait le penser. Les gens ont l'air plutôt bien vivants. Ça a l'air... On a peur de la police, ça c'est quelque chose de... Mais ça a l'air d'aller plutôt bien. Vous avez une nostalgie de Non, cette Ukraine mais c'est les gens, bien sûr, qui étaient jeunes dans les années 50, ils ont une nostalgie, pas à propos de la vie soviétique, mais à propos des années quand ils étaient jeunes. Mais en fait, 1957, c'est une année spéciale, complètement oubliée en Russie et en Ukraine. C'était la meilleure année de l'époque de Khrushchev, la dégel. C'est pas le début des gel, mais c'est l'année d'ouverture de l'Union soviétique au monde, parce que le premier festival de jeunesse internationale était organisé à Moscou en 1957. Le premier Spoutnik artificiel lancé dans le cosmos et plutôt les premiers textes, les récits et un roman de Solzhenitsyn étaient publiés officiellement dans le journal littéraire Novy Mir, je crois. Et comme ça, les intellectuels des années 50 pensaient que maintenant la vie va s'améliorer très très vite, va changer la direction démocratie. Mais c'était, bien sûr, les espoirs étaient morts très vite parce que après le deuxième moment annoncé par Khrushchev en 1962, il était déposé. Mais c'était la première perestroïka avant Gorbatchev. Et bien sûr, j'ai essayé aussi de comparer les espoirs des gens qui sont jeunes aujourd'hui, les espoirs des gens de 2010 avec des espoirs des gens de 1957. Et sur ce passé, il y a une parabole qui est très jolie, c'est avec le café. Un des personnages préfère le café d'avant. Il était imbuvable, mais c'était le café d'avant. C'est une jolie parabole par rapport au pays, non Oui, mais... non, il y a beaucoup de petites choses là. Il y a bien sûr l'histoire de... Parce que quand Igor commence à visiter Ochakov de 1957, et il regarde, il observe Fima Tchagin et un peu le monde criminel de cette petite ville, mais il aussi il trouve le père de Stepan et il comprend beaucoup de choses et en fait il y a comment dire, le secret du père est un peu bizarre parce qu'il était condamné parce qu'il était un dissident gastronomique. Il critiquait la nourriture soviétique. Et il a écrit un livre sur la nourriture propre, anti-soviétique. Il y a sur le lien entre les deux générations, donc les générations des jeunes en 2010 et les jeunes en 57, il y a quelque chose de... Enfin, il y a des différences qui sont assez marquées. Il y a un vrai désœuvrement dans les années 2010, alors que vous disiez il y avait plutôt de l'espoir dans les années 50. En revanche, il y a une chose qui est liée, c'est les rapports avec l'argent, où c'est toujours un peu dangereux. C'est-à-dire être à côté d'un tas d'argent en 1950 ou en 2010, c'est pareil, c'est très dangereux. Il y a un côté roman noir dans votre livre. C'est quelque chose, les romans noirs, les romans policiers. Oui, il y a toujours des éléments des polars, mais j'écrivais seulement en polar ou en thriller classique il y a 15 ans. Ouais. Le roman n'était pas traduit en français, il est traduit en serbe et anglais. Mais je préfère mélanger les genres. Pour moi, c'est plus intéressant aussi. Et chaque fois, j'essaie de faire un autre expériment. C'est par incursion. Enfin, il y a des moments, notamment les moments où nous sommes à Ochakov en 1957, avec les bandits qui, eux, sont de vrais bandits. Ils sont dangereux. Ils sont... oui. Là, il y a oui, parce que c'était dans le temps soviétique, les bandits étaient bandits.
C'était très simple. Et maintenant, les bandits sont les membres du Parlement, les oligarches, les politiciens. Oui, c'est encore. Que là, ils ont des armes, ils sont prêts à tuer des miliciens. Ils sont terriblement dangereux. En revanche, j'ai trouvé que beaucoup des personnages, voire tous les personnages, étaient très gentils, très bienveillants, très cédant très vite entre eux. On craint parfois la malice, on craint qu'il y ait un coup tordu qui se prépare, mais non, ces gens sont très gentils et au premier degré. Et aussi bien en 2010 qu'en 1957. Mais c'est normal, les gens sont bons. Ouais. Pas toujours pas toujours en littérature. Pas toujours, oui, mais les gens qui lisent sont toujours bons. Ouais. Non, en fait, je crois que c'est la nature des humains est positive, normalement. Mais c'est l'influence de la société ou des parents, de la rue, comme on dit, des compagnies qui changent. Ça, peut-être, on peut dire, parce que le deuxième personnage, l'ami de Igor, il est aussi de nature bon, mais il a le choix de gagner plus d'argent un peu risquant la vie et faisant les choses pas très morales, ou rester comme Igor, infantile, sans argent, sans boulot. On peut dire que nous avons encore une génération des infantiles, des gens qui ont peur de la vie, mais s'ils sont poussés de faire quelque chose pas bon, très souvent ils acceptent ça. Et ça, c'est de nouveau parce que les choses comme ça n'existaient pas dans les années 50-60. C'est pas nostalgique ce que je dis, mais c'était plus facile de partager les choses bonnes des choses mauvaises. Et maintenant, c'est comme nous avons un président d'État qui est passé quelques années dans la prison 2 fois. C'est très difficile à expliquer, par exemple, aux enfants qu'est-ce que c'est. C'est bon ou c'est pas bon. Ouais, tu vas aller en prison. Tu veux devenir le président, tu dois passer 10 ans en prison. Pour des choses criminelles. Si on veut faire de la politique. Et justement, c'est une des choses étonnantes de ce livre, c'est d'avoir choisi comme personnage principal, Igor, un garçon qui n'a pas beaucoup d'ambition. Le handicap qu'il a eu tout petit le gêne plus tant que ça, mais ça l'arrange bien en fait de vivre chez sa mère et de toucher les rentes de l'appartement qu'ils ont vendu. C'est étonnant d'avoir pris un personnage comme ça en héros. Pour moi, c'est plus facile de travailler avec les personnages fables qu'avec Super Macho. Parce que je connais des écrivains qui adorent avoir un super-héros et faire le personnage achever beaucoup de choses, mais s'il y a beaucoup d'actions extérieures, c'est très difficile de trouver la balance entre les choses à l'intérieur d'esprit du personnage. Et je crois que c'est plus naturel que la majorité des gens ne sont pas vraiment machos, pas super-héros. Plutôt au contraire. Oui, au contraire. Ces personnages se dévoilent vraiment tout doucement. Le jardinier de Tchekhov, on saura qui il est vraiment à la fin. Vous avez réussi à avancer comment là-dedans, sans jamais rien dévoiler, toujours en laissant un mystère. Comment on avance comme ça en écrivant? Je ne sais pas, ça prend temps. Oui, j'ai travaillé 2 ans sur ce roman. J'écrivais doucement, peut-être à cause de ça.
Mais en fait, j'aime les détails des vies et je cherchais beaucoup de détails de vie des années 50. Et quand il y a beaucoup de détails, la vie devient plus douce, plus propre, plus réalistique. Parce que si on fait un comics, il n'y a pas du temps de regarder les détails des histoires. Et aussi, si on ne dépêche pas dans l'écriture, je crois qu'on peut se concentrer plus sur la psychologie, sur les motivations des actions des personnages, choses comme ça. C'est un roman aussi par rapport au précédent et notamment par rapport au Laitier de nuit. C'est un roman qui est nettement moins politique. C'est quelque chose qui... J'ai essayé, après le dernier amour du président, j'ai essayé d'écrire un roman sans politique. Parce qu'avec le dernier amour du président, j'avais beaucoup de conséquences. C'est une histoire d'un homme ordinaire, un Ukrainien, qui devient par hasard le président d'Ukraine en 2011. En 2013, il est empoisonné par ses amis pendant les réélections. Il y a un personnage qui s'appelle Vladimir Poutine dans le roman, qui reste le président de la Russie jusqu'à 2016, avec une pause de 4 ans. Mais le roman a été publié la première fois en mars 2004, 6 mois avant la Révolution orange. Et après l'apparition du roman, ma maison d'édition russe a arrêté la distribution et la publication de mes livres. Et mes livres étaient disparus de toutes les librairies. J'avais beaucoup d'autres problèmes. Et déjà après la Révolution orange, le janvier 2005, deux généraux de service secret ukrainiens m'ont invité au restaurant Belgique à Kiev et commandé tout de suite pour moi un NSI, parce que le président Bonin dans le roman boit chaque jour le cognac français. Oui, et il m'a demandé si c'était possible que le roman ait été utilisé par les gens qui décidaient d'empoisonner le Poutine, comme le scénario d'empoisonnement. Je les expliquais que ce n'était pas possible parce que les gens qui empoisonnent les autres professionnellement ne lisent pas la littérature, ils lisent la littérature professionnelle plutôt. Mais en tout cas, après, il y avait beaucoup d'autres choses et j'ai décidé d'essayer d'écrire un roman sans politique. Et c'était le Laitier de nuit, c'est-à-dire encore une fois avec la politique. Mais avec le jardinier, je crois, j'ai réussi. Oui, il n'y a plus de question. Oui, et il n'y a pas de politique dans le prochain. En français, oui, parce que c'est déjà publié en russe. Mais dans l'avenir, je ne sais pas. Vous êtes toujours le responsable, enfin, il y a une espèce d'association des écrivains ukrainiens que vous dirigez? Non, je ne dirige rien. Non, mais il n'y avait pas Non, ça va. Non, je suis vice-président de Pen Club d'Ukraine, c'est une autre association encore un peu un parlement des politique. écrivains. Parlement des écrivains, non? L'Union, non, j'ai pas travaillé, j'ai fonctionné comme le secrétaire de l'Union des écrivains il y a 4 ans, pendant 2 ans, mais j'ai arrêté. D'accord. C'est beaucoup plus intéressant d'être libre. Oui. Sinon, vous avez un rôle politique en Ukraine ou pas? J'ai écrit beaucoup de commentaires, j'ai fait des commentaires sur la radio, parfois à la télé, oui, et j'écris pour les journaux internationaux sur les issues politiques, sociales, culturelles d'Ukraine, parfois pour Le Monde, pour la Libération ici, pour quelques journaux allemands, Die Zeit, Die Welt, Tageszeitung, Berliner Morgenpost, et Guardian, New Statesman. Et en décembre, j'écris un petit essai pour New York Times. Mais c'est tout. On m'a invité quelques fois, j'étais invité d'aller au Parlement avec une autre parti politique, mais j'ai refusé. Parce que si on devient le membre d'une force politique, c'est fini avec la liberté de penser, la liberté d'humour. Je ne peux pas
dire ce que je pense. Vos livres vous ont permis de voyager beaucoup à travers le monde. Hein. Vous avez fait, le Pingouin a été traduit en 35 langues. Oui. Nous, ça nous permet aussi de savoir comment ça se passe un petit peu en Ukraine, en Russie. C'est l'humour que vous utilisez pour décrire la société ukrainienne, la société post-soviétique, et pour revenir par exemple dans les années 50, c'est quelque chose que vous pourriez utiliser pour faire un roman qui se déroulerait en Europe ou aux États-Unis Aux États-Unis, oui. C'est clair parce que les États-Unis, c'est une autre version de l'Union soviétique. Mais en Europe, oui, en Allemagne peut-être. Parce que là, il y a toujours des problèmes avec l'Europe. Mais je ne pensais pas que ça. Non, en fait, j'ai créé un roman maintenant qui n'a rien à faire avec l'Ukraine. C'est une histoire qui commence à Lituanie, et tous les personnages sont lituaniens. Et c'est une histoire de 3 couples qui ont décidé de quitter Lituanie pour Europe de l'Ouest. Et un couple part pour Paris, mais plus tard se retrouve à Béthune. Un couple part pour Londres, mais, sur la route, oui, à Londres, mais ne peuvent pas survivre à Londres et déménagent à Kent Margate. Et un couple reste à cause des situations dans la famille en Lituanie. Et je trouve que c'est très difficile à écrire avec l'humour. Ouais. Si l'histoire ne trouve pas en Ukraine ou si les personnages ne sont pas ukrainiens. Oui, c'est vrai. Peut-être que c'est quelque chose de très attaché à Lyon. Et les animaux, on n'en a pas ici, après le pingouin, le caméléon, la vache Non. Là, non. Non, il y a un peu des oiseaux dans le prochain. mais en fait, j'avais peur, après lisant quelques reviews sur mes livres, j'avais peur que je serais toujours associé avec des animaux. Et je contrôle la situation. C'est bien. J'aimerais revenir quand même à l'Ukraine des années 50, parce qu'on passe de très beaux moments dans cette région-là, à Ochakov, hein, et bon, grâce aussi à la tension qu'il règne dans ces moments-là dans le roman, parce qu'il est quand même déguisé en milicien, il en croise, Igor. Mais on voit tous ces gens vivre dans une espèce de bonne humeur, un peu provinciale, un peu campagnarde, comme ça. Vous vous êtes documenté beaucoup pour ça. Oui, je connais cette ville pour... Il y a des souvenirs de vous, il y a des... Oui, en fait, j'écrivais quelques romans qui n'étaient pas traduits en français, qui jouent dans les années 1920, 30, 40, 50, 60, 70. C'est 5 romans, une trilogie. Tous ces romans sont sur l'histoire d'évolution des mentalités soviétiques utopiques. Et pour ces romans, j'ai voyagé beaucoup dans l'Union soviétique et après en Russie avec un dictaphone. Je cherchais les retraités d'honneur, les gens qui étaient les fonctionnaires importants dans les régions différentes, dans le parti communiste ou les directeurs des usines, les juges. Et j'ai essayé de les interviewer. Et parfois, j'ai réussi. Et j'ai compris beaucoup de choses, pas des faits historiques, parce que ce n'était pas très important pour moi, mais l'atmosphère des vies, les espoirs des gens, comment ils pensaient de carrière soviétique, qu'est-ce que c'est. Parce que le russe, c'était devenu la langue soviétique après 1920. Et il y avait beaucoup de mots qui sont traduisibles en français, mais toujours ont des nuances différentes, comme les mots très, très faciles, très utilisés, comme la liberté, l'amour, la sympathie, le patriotisme, choses comme ça. Et j'ai essayé de comprendre
comment on dit, la significance de ces mots dans les années différentes. C'est tout ce qui touche au sentiment. Oui. En fait, hein. Oui. Et ça, ces voyages des années 80, ils m'aidaient beaucoup pendant le travail sur le jardinier. Mais aussi, je connais la ville Tchaïkov pendant... je fais les vacances là, faisais avec mes enfants pendant 15 ans. J'ai recherché tout. Et après, après 15 ans de voyage là pour faire les vacances, et c'est cet endroit très, très accessible, très triste, ruiné, vivant seulement pendant l'été. Pas du tout cher, c'est pour les gens sans les vacances pour les gens sans l'argent. D'accord. Oui. J'ai un peu d'argent, mais c'était toujours intéressant parce que mes amis, mon éditeur de Kiev faisait les vacances là depuis 25 ans. Et c'était aussi c'est une réserve nature, c'est très spécial et une ville avec une histoire parce que c'était une forteresse. Construit par les Turcs au début. Après, c'était libéré des Turcs par Catherine, par la grosse Catherine. Peut-être aussi. Et dans le temps soviétique, c'était une ville, pas clandestine, mais fermée, parce que il y avait beaucoup de villes fermées, petites villes fermées dans l'Union soviétique. Il y avait des villes sans nom, avec le chiffre. C'était les villes associées aux militaires. Il y avait des avions militaires, là, des usines qui travaillaient pour la défense. Et comme ça, les gens de Kiev ne pouvaient pas entrer la ville sans permission ou sans raison. Et comme ça, c'est les gens qui habitaient là, dans des villes comme ça, ils étaient privilégiés parce qu'il n'y avait plus de nourriture, plus de choses. C'était plus facile d'acheter là, des choses qui n'étaient pas disponibles dans les grandes villes. Et il était très fier d'être l'habitant d'une ville fermée. Bien sûr, il ne pouvait pas voyager à l'étranger, mais presque personne ne pouvait voyager à l'étranger dans le temps soviétique, spécialement pendant l'ère de Staline et Khrushchev. Et en 1991, après en fait, je crois que la vie était devenue dure avant l'indépendance d'Ukraine, parce que c'était d'abord toute la crise économique de l'Union soviétique et la catastrophe de Tchernobyl qui a cassé le système. Mais en 1991, la ville était devenue ouverte. Et dedans, il n'y avait déjà rien. Les militaires ont quitté le territoire, les usines étaient fermées, et les gens, les seules choses que les habitants de Tchaïkov pouvaient garder, c'était les mémoires. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une ville triste, mais un peu romantique. Et je parlais, pendant le travail, je cherchais aussi les retraités, le premier maire de Tchaïkov. J'ai trouvé une femme qui était le secrétaire du Parti communiste, du comité de Tchaïkov, qui était envoyée au Tchaïkov par la Parti communiste de la Russie centrale à l'âge de 25 ans. Et elle n'était pas mariée. Et quand elle était arrivée et s'installée à Tchaïkov, la première chose qu'elle a fait, elle a commandé de construire dans le parc une place pour les danses, comment on dit. C'est une salle de bal. Une salle de bal ouverte sans plafond. Quelque chose comme ça dans le parc pour les gens rencontrent, pour la jeunesse à danser pendant le week-end. Et là, elle a trouvé son mari. D'accord. Elle a créé Ouais. Et vous avez retrouvé cette personne. Oui.
Et elle m'a raconté beaucoup de choses aussi. bien Et sûr. donc aujourd'hui, de Tchakov, de l'ancienne ville de Tchakov, de celle des années 50 ou du moment soviétique, Oui. il n'y a pas de souvenirs, il n'y a pas de musée, il n'y a pas de vieilles maisons qui restent ouvertes. Il y a beaucoup de vieilles maisons, il n'y a pas de modernes maisons. Ah oui. Oui. C'est très soviétique, il y a quelques bâtiments de pré-révolution, des années des tsars. Il y a des usines fermées et il y a la fabrique vinicole qui encore travaille. La coopérative, on trouve. Oui, la coopérative, ça fonctionne encore. En fait, je suis allé dans la coopérative et officiellement, on m'a, comment dire, la directrice m'a donné la possibilité de voler du rhum. Oui, elle m'a donné une bouteille en plastique. Du rhum de Tchakov. Oui, oui. Mais c'est normal, pas volé, mais c'était un cadeau. Parce que c'était gratuit. D'accord. On boit beaucoup dans ce livre. Igor boit beaucoup, Non, pas beaucoup. Pas plus que ça. C'est pas beaucoup. Dans les autres romans, on boit. Oui.